Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un vieux film qui fête ses 20 ans euh, en 2024, puisqu'il s'agit, comme vous avez pu le voir en vidéo, de ce magnifique film Peplum que j'ai ici dans sa version Director's Cut Blu-ray et qui est 3 de Wolfgang Petersen. Un film qui a été un petit peu démoli par la critique dès sa sortie, enfin démoli, qui n'a pas tellement été apprécié par la critique pro à sa sortie. Et j'ai trouvé toujours ça un petit peu injuste parce que pour moi, je vous dis, c'est un film que j'ai toujours aimé, même dans sa version cinéma, et que je trouve même supérieur voilà, à des films comme Gladiator par exemple, et là ça se confirme dans la Director's Cut. Donc 3 c'est un film de Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, un réalisateur allemand à qui l'on doit notamment L'Histoire sans fin, Das Boot, puis d'autres films un petit peu du même acabit, c'est comme ça, qui a été réalisé en 2004, et c'est une réécriture ou une autre approche bien sûr de l'Iliade que j'ai ici, mais aussi de l'Énéide avec l'histoire avec le cheval, et il va nous reproduire, on fait une autre version de l'Iliade, enfin sa version à lui, tout en respectant quand même l'œuvre initiale d'Homère, faut le dire aussi, avec quelques petites différences un peu subtiles, etc. Notamment les dieux, toute la partie avec les dieux qui n'apparaît pas dans cette version, mais qui sont évoqués par l'intermédiaire des hommes, puisque c'est ça qu'ils nous proposent, c'est une sorte de nous raconter l'Iliade par, par les hommes, voilà, mettre les hommes beaucoup plus en avant que les dieux. C'est un choix, et pour moi, je trouve que c'était pas mal. Au casting, eh bien, nous avons un bon petit casting, puisque nous avons Brad Pitt dans le rôle d'Achille, Eric Bana dans le rôle d'Hector, Diane Kruger dans le rôle d'Hélène, la belle Hélène, Hélène de Sparte, mais aussi Orlando Bloom, qui venait juste de sortir de l'opus numéro 3 du Seigneur des Anneaux, dans le rôle de Paris, le frère d'Hector. Aussi, il y a Sean Bean, Rose Byrne dans le rôle de Briseis, Brian Cox dans le rôle du roi Agamemnon, Brendan Gleeson dans le rôle de Ménélas, Gareth Edlund dans le rôle de Patrocle, et pour incarner le vieux roi Priam, et je trouve que c'est un rôle qui lui va comme un gant, nous avons euh, Peter O'Toole, qui était déjà un habitué des Péplums, puisque c'est lui qui avait déjà incarné Caligula dans un film, je crois que c'était en 1963, il me semble. Hein, si voilà, bref, grand acteur aussi anglais, qui incarne ici peut-être ce qu'il sera l'un de ses derniers rôles, hein, puisqu'il s'agit du vieux roi Priam. Pour un film qui raconte l'histoire, je vais pas vous dire, hein, l'histoire de l'Iliade, vous savez, l'Iliade, Hélène de Sparte, qui a été, voilà, qui a été emmenée sur Paris, qui ramène Hélène de Sparte, et voilà, c'est un peu le casus belli de la guerre de Troie, avec, voilà, puis Briseis, etc., Achille, tout ça, qui refuse de participer à la guerre, puis quand il vient, il tue Acteur. Enfin, ça reprend vraiment l'histoire un peu que vous pouvez trouver dans l'Iliade. Hein. Très grand livre, même si c'est un pavé, je vous conseille de relire l'Iliade, parce que c'est à la fois un monument, etc. L'histoire telle que Homère l'a écrit, mais aussi la version de Virgile avec le cheval de Troie, voilà, la chute de Rome et compagnie, la fuite avec Énée, Anchise, vers peut-être ce qui sera un jour Rome. Bref, c'est un spectacle visuel assez époustouflant de ce grand film. Vraiment, franchement, voilà. Les batailles sont vraiment grandioses, les décors reconstitués avec soin, tout ça pour nous plonger au cœur de l'Antiquité.
La photographie est absolument magnifique et les effets spéciaux sont et restent, même 20 ans après, assez impressionnants. Alors comme je vous l'ai dit, là, le casting, vraiment un casting de prestige, de Brad Pitt dans le rôle d'Achille, d'Orlando Bloom en Paris, d'Eric Bana en Hector, tous sont à fond dans leur rôle. Hein. Tout le film réunit comme ça une palette d'acteurs vraiment talentueux et qui donne vie sous nos yeux à des personnages emblématiques de l'Antiquité grecque. Que dire aussi de la musique de James Horner, qui va comme ça contribuer à créer une atmosphère grandiose, dramatique, tragique même. Les scènes de combat hein, qui sont vraiment bien servies par la bande son. Qu'est-ce que c'est finalement que ce film aussi qu'une réflexion de fond, non seulement une reconstitution de l'Iliade, mais aussi une réflexion sur la gloire, sur la mort, etc. Tout en explorant au passage les thèmes de l'honneur, de la vengeance, du fatum, de la fatalité. D'ailleurs, le personnage d'Achille est particulièrement intéressant parce qu'il incarne à la fois le héros invincible et l'homme rongé par la soif de gloire, de l'immortalité. Qu'est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on laisse dans l'histoire non, peut-être pas l'immortalité pour accéder aux dieux, mais justement pour laisser son nom entrer dans la légende. Mais alors, ce que les critiques ont pu reprocher à l'époque où il est sorti, c'est que Peterson prend de nombreuses libertés par rapport au mythe original, avec certains personnages qui peuvent être simplifiés, un peu déformés, avec une intrigue qui peut être parfois accélérée. Je pense pas. Je trouve au contraire que Petersen respecte vraiment le matériau de base, mais donne une nouvelle approche. Une nouvelle approche. De toute façon, même Virgile, quand le poète Virgile réécrit l'Iliade pour y mettre son cheval de Troie, je rappelle que dans le texte original d'Homère, le cheval de Troie n'existe pas. C'est Virgile qui l'instaure. Donc Virgile donne déjà une autre version. Et Peterson, ben justement, il prend ces deux versions et il va lui donner quelque chose, sa version de la guerre de Troie. Voilà, c'est adapté à un mythe aussi ancien et complexe que celui de la guerre de Troie, était de toute façon un exercice assez délicat. Et je trouve hein, que Troie, ce film, donc, tente quand même de concilier l'exigence d'authenticité historique avec les codes du cinéma moderne et qui, pour moi, ma part, donne de très bons résultats. Et je trouve d'ailleurs que, au point de vue de la reconstitution, quand on voit les galères sur le sable, la manière dont ils représentent les batailles, les cuirasses, tout ça, tous les décors, eh bien, on a quand même... Je rappelle que ce film n'est pas fait en CGI, pas d'effets spéciaux. Peterson, dans ce film, n'en voulait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un film, une sorte de péplum à l'ancienne, avec des décors grandeur nature, des figurants, pour pour faire des batailles gigantesques. Et c'est ça voilà, ça rappelle un bon vieux péplum d'autrefois. Et voilà, quoi. Et ça donne un très très bon résultat, avec même des détails qui sont poussés, parce que les cuirasses vraiment sont inspirées de l'époque homérique, voilà, de l'époque homérique, de même que les cuirasses, de même que le truc. Alors bon, on peut trouver toujours des petites erreurs, mais quand même, il arrive à respecter aussi dans les détails l'époque qu'il représente à l'écran. C'est un film qui est extrêmement violent, hein, surtout dans la Director's Cut. Ça peut un petit peu déranger certains spectateurs. D'ailleurs, dans la version cinéma, le film a été interdit au moins de 12 ans, ou déconseillé au moins de 12 ans. Et la version Director's Cut, le film est déconseillé au moins de 16. Voilà, c'était pour vous dire. Mais la violence est justifiée par le contexte historique de l'époque, de bataille, hein, c'est des grandes batailles où on voit du sang, hein, bon, voilà.
Et un petit bon, même si c'est vrai que bon, il y a le petit côté spectaculaire, ça reste quand même un film d'Hollywood. Bon, il faut montrer, voilà. Mais voilà, ça, c'est pas gênant. Alors, les femmes dans ce film, c'est vrai qu'elles sont un peu reléguées à des rôles secondaires, mais en même temps, elles ont quand même, voilà, elles ont quand même le rôle, hein, Hélène en particulier, hein, qui est un petit peu l'objet de la discorde, mais ça ne l'empêche pas quand même d'avoir aussi d'être un peu un personnage à part entière, quoi. Voilà, c'est un film, il faut faire abstraction de ces quelques défauts, mais je pense que ça reste quand même une œuvre très très divertissante et visuellement impressionnante surtout. Mais c'est vrai que les amateurs vraiment de mythologie grecque, les puristes, hein, seront peut-être un petit peu déconcertés par certaines libertés, hein, qui ont été prises par rapport au texte original. Mais bon, voilà, c'est une version cinéma d'une œuvre. Moi, je trouve que Peterson s'en est très bien sorti. Les batailles sont quand même au cœur du film, mises en scène hein, de manière absolument grandiose, violente. Les combats sont chorégraphiés, surtout le combat entre Hector et Achille, qui est vraiment stylé. Euh, mais cette représentation de la guerre comme spectacle répond quand même à un certain goût du public pour l'épique et l'exaltant. Je rappelle que quelques années auparavant était sorti Gladiator, hein, donc voilà. Dans 3, la guerre est présentée comme l'unique moyen de régler les différends, et c'est ça qui est assez intéressant. L'enlèvement d'Hélène est le déclencheur du conflit qui va durer 10 ans, faire des milliers de morts. La violence est ainsi érigée en mode de fonctionnement quasi naturel entre les hommes. La violence omniprésente dans le film sert de moteur à l'intrigue. Les personnages sont constamment confrontés à des choix difficiles, à des situations extrêmes qui les poussent à commettre des actes violents. Cette représentation de la violence contribue à créer une tension dramatique et à maintenir l'intérêt du spectateur. Les personnages se définissent souvent par rapport à leurs actes de violence. Achille, par exemple, est un guerrier redoutable dont la réputation repose sur ses exploits guerriers. La violence devient alors un moyen de se forger une identité et de gagner le respect de ses pairs. Le spectateur peut éprouver, c'est vrai, une certaine forme de catharsis en regardant ces scènes violentes. En se confrontant à la représentation de la souffrance, de la mort, il peut ainsi extérioriser ses propres émotions et ressentir une forme de soulagement. Cependant, il est important de noter que cette représentation de la guerre, de la violence est très partielle et ne prend pas en compte toute la complexité de ces phénomènes. Les héros du film sont des guerriers redoutables, qui sont admirés pour leurs exploits. La violence est ainsi présentée comme quelque chose de noble et d'exaltant. Les souffrances des civils, les destructions, surtout à la fin, causées par la guerre, seront quand même peu évoquées, même si on les voit vraiment à la fin. Le film va se concentrer essentiellement sur les affrontements entre les armées et sur les destins individuels des héros, et en cela il est fidèle à l'Iliade. La violence est aussi un peu représentée comme une force extérieure qui s'impose aux individus, plutôt que comme une conséquence de choix personnels ou de traumatismes passés. C'est pour ça que le film 3 aborde avant tout la question de la responsabilité individuelle dans un contexte de guerre de manière complexe et ambivalente. Chaque personnage, qu'il soit grec, qu'il soit troyen, fait le choix conscient de participer à la guerre. Le choix est motivé par différents facteurs, l'honneur, la vengeance, la loyauté envers son peuple, notamment envers sa cité. Et cette prise de décision individuelle souligne la responsabilité de chacun dans le conflit. Les actions de chaque personnage ont des répercussions directes sur le déroulement de la guerre et sur le sort de nombreux individus. Par exemple, la décision d'Achille
de se retirer du combat entraîne la mort de Patrocle et déclenche une nouvelle série d'événements tragiques qui relancent d'ailleurs l'action. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles qui mettent en évidence leur responsabilité morale. Un autre exemple, Hector, qui doit choisir entre protéger sa famille et défendre sa cité, tandis que Achille, lui, doit trouver un équilibre entre sa soif de gloire et d'immortalité et son affection pour son cousin Patrocle, cousin qui est aussi amant aussi, hein. Enfin bon, bref. Le film suggère que le destin des personnages est déjà scellé et que leurs actions ne peuvent changer le cours des événements. Et ça, c'est très grec. Cette vision fataliste tend à amoindrir la responsabilité individuelle. Les personnages sont souvent poussés à agir par la pression de leur père ou de leur supérieur hiérarchique. Il est difficile de leur reprocher de suivre les ordres ou se conformer aux attentes de leur communauté. Il y a aussi dans ce film une réflexion sur la folie de la guerre. La guerre y est présentée comme une force destructrice qui entraîne les hommes à commettre des actes insensés, et cette vision tend à déresponsabiliser les individus en les considérant comme les victimes d'un système plus grand qu'eux. Alors oui, le film 3 présente bien des personnages qui tentent, à des degrés divers, de s'opposer à la guerre et de trouver des solutions pacifiques. Et c'est pour ça que l'un des personnages les plus marquants dans cette optique est, et c'est vrai qu'on ne la voit pas souvent dans le film, c'est Andromaque, l'épouse d'Hector. Elle incarne la voix de la raison, la voix de la paix aussi. Et quand on la voit, c'est pour qu'elle implore constamment son mari de refuser de partir au combat et de chercher une solution négociée. Andromaque représente le point de vue de ceux qui souffrent le plus de la guerre, c'est-à-dire les civils, et qui aspirent à une vie paisible. Hector lui-même, bien que guerrier redoutable, est tiraillé entre son devoir envers sa ville et son amour pour la famille. Il est conscient des horreurs de la guerre et tente de trouver un compromis pour éviter le pire. Il incarne ainsi un personnage complexe qui oscille entre la loyauté envers son peuple et le désir de paix. Enfin, le roi Priam, incarné par Peter O'Toole, le roi de Troie, bien qu'il soit âgé et désireux de paix, se retrouve contraint par les événements, les pressions, surtout les pressions de ses fils, à soutenir la guerre. Il représente la figure d'un souverain qui, malgré ses bonnes intentions, est impuissant à empêcher le conflit. Ces personnages permettent de souligner que la guerre n'est pas une fatalité et que des voix s'élèvent malgré tout pour défendre la paix, même si elles sont souvent sans effet. Voilà. Parce qu'il y a une logique derrière qui les dépasse. Le film 3 utilise ainsi tous ces personnages pour poser la question de la responsabilité individuelle face à la guerre et pour interroger les raisons qui poussent les hommes à se détruire. Je rappelle que ce film est sorti en 2004, hein, alors qu'on était 3 ans après les attentats du 11 septembre, il y avait après bientôt la guerre, je crois qu'il y avait la guerre en Irak, tout ça. Bref. Et ce film fait de la raison un peu une victime collatérale de la guerre. La guerre est souvent déclenchée par des passions telles que l'orgueil, la vengeance, la cupidité, l'amour aussi. Et toutes ces émotions peuvent brouiller le jugement et rendre difficile toute tentative de résolution pacifique du conflit. L'esprit de corps, le sentiment d'appartenance à une communauté, la pression sociale peuvent amener les individus à réprimer leurs doutes et à se conformer à la volonté du groupe, même si cela va à l'encontre de leur raison. Face à la menace immédiate, la raison peut céder la place à l'instinct de survie, poussant les individus à agir de manière impulsive et violente. Alors, est-ce que la raison peut être une lueur d'espoir ? Malgré les passions qui animent les belligérants, il existera toujours des voix pour s'élever, prôner la paix et la négociation. Ces voix
qui, bien que minoritaire, rappelle quand même l'importance de la raison dans la résolution des conflits. Et que même en temps de guerre, la raison peut jouer un rôle essentiel dans la construction d'un avenir meilleur. La mise en place des mécanismes de réconciliation, de justice transitionnelle, de reconstruction nécessite une réflexion rationnelle et une volonté de dépasser les rancœurs. La raison permet de prendre du recul par rapport aux événements et de remettre en question la légitimité de la violence. Elle invite à se poser des questions sur les causes profondes des conflits, sur les alternatives à la guerre. En conclusion, la raison est souvent mise à mal dans un contexte de guerre, mais elle n'est pas pour autant absente. Elle demeure une force potentielle qui peut contribuer à atténuer les souffrances et ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus pacifique. Cependant, pour que la raison puisse s'imposer, il faut qu'elle soit soutenue par une volonté politique forte et par une mobilisation de la société civile. Et c'est tout ce que nous montre le film 3, qui est à la fois un spectacle magnifique, belle reconstitution de l'Iliade et de l'Énéide, mais toute une réflexion sur la guerre, sur la paix, sur la raison, dans des conditions difficiles. Et c'est plus que jamais d'actualité que de se revoir ce film aujourd'hui, où le bruit des bottes n'a jamais été si proche. Voilà mes amis ce que j'avais envie de vous dire sur le film 3, qui est toujours un must, et surtout dans sa Director's Cut, qui est sorti en Blu-ray, vous voyez. Mais aussi le DVD lui-même est très bien fait aussi. Voyez ce film que je pense est bien meilleur, peut-être même par certains points un cran au-dessus de Gladiator, oui, j'ose le dire. Et franchement, très très bon film, qui a peut-être été sous-estimé à l'époque, mais qui en tout cas a bien vieilli pour ses 20 ans. Sur ce mes amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du film 3, quelles réflexions il vous apporte, et on en discute, on en débat en commentaire. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.